à présent sur la situation britannique avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence, lui aussi spécialiste en investissement de la banque Mirabaud. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, on suit jour après jour, heure après heure même cette situation britannique avec ce besoin de restaurer la confiance perdue entre le marché et le gouvernement de Liz Truss. Un premier pas a été franchi ce matin par la première ministre britannique, John. Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. Eh bien, on a vu que cette suppression annoncée de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui était critiquée jusqu'au parti de la première ministre, eh bien, a été annoncée ce matin. C'est un véritable rétro-pédalage. On a vu que les marchés réagissent entre guillemets assez bien. En tout cas, les livres sterling n'a pas baissé comme elle l'avait fait lorsque avait été annoncé le 23 septembre dernier toute une série de réductions d'impôts, et notamment sur les personnes et les entreprises les plus fortunées, ce qui avait laissé craindre que le pays allait s'enfoncer dans une crise de la dette sans commune mesure. On a d'ailleurs vu à plusieurs reprises le Fonds monétaire international qui a critiqué le gouvernement et ce qu'avait fait le gouvernement britannique en termes d'impôts, et on a vu ce matin l'agence de notation S&P qui a mis sur watchlist, je dirais, sur surveillance, son œil, je dirais, le gouvernement britannique et l'économie britannique face à ces soubresauts qu'on a connus ces dernières semaines. Bon, le maintien du taux marginal d'imposition 45% sur la dernière tranche, ça permet d'économiser 2 à 3 milliards de pounds sur un programme de 45 milliards de réduction de taxes. Je ne dis pas que c'est une goutte d'eau, c'est un symbole très fort, mais on imagine que ce n'est pas la fin des problèmes pour le gouvernement britannique. Non. Bien au contraire, on a vu que le gouvernement s'était précipité, le gouvernement avait fait des annonces sans en avertir, notamment la Banque centrale d'Angleterre, puisqu'on se souvient que ce qu'avait fait la Banque centrale d'Angleterre en remontant ses derniers taux de 50 points de base, l'effet avait été littéralement annulé par les annonces du gouvernement. Donc il y avait ici une précipitation. Maintenant, ce qui a été annoncé ce matin, ça a été annoncé à demi-mot, avec notamment un espèce de mea culpa de la Première ministre qui a dit que ça avait été fait dans la précipitation, mais qu'il fallait absolument baisser les impôts. Le gros problème ici, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas simplement la problématique de l'inflation, qui est déjà évidemment très élevée, puisqu'on attend près, selon les estimations, plus de 20% l'année prochaine en Grande-Bretagne, mais c'est aussi la question du Brexit qui est en train de se matérialiser réellement, puisqu'on commence à connaître les premiers effets cette année et l'année prochaine. Donc c'était beaucoup trop prématuré. Il est vrai qu'elle voulait certainement taper du poing sur la table après les problématiques qu'il y avait eu avec le gouvernement Johnson, mais c'était pas du tout la bonne manière de le faire. Donc évidemment, c'est un premier, je dirais que c'est un premier geste qui a été fait, mais il ne faut surtout pas exclure qu'on puisse avoir ces prochains trimestres une motion de défiance à son encontre, parce qu'elle semble avoir été, entre guillemets, assez amateur dans ses décisions. Bon, 3 novembre, prochaine réunion de la Banque d'Angleterre, et le 23 novembre reste la date officielle de présentation du budget global, et nous aurons également les nouvelles prévisions économiques de l'Institut britannique qui s'occupe justement de faire ces prévisions sur la base du budget du gouvernement Liz Truss. De manière plus globale, John, on voit que l'inflation n'est toujours pas sous contrôle, on l'a vu encore avec les chiffres européens en fin de semaine dernière, même le corps PCE de la Fed qui réaccélère au mois d'août, et donc les banques centrales vont poursuivre leur normalisation. Sauf qu'à côté de cela, on le voit bien, l'exemple britannique est un cas spectaculaire, mais on a vu la Banque du Japon qui intervenait, on voit le sujet Crédit Suisse qui monte, on voit la question immobilière un peu partout qui commence là aussi à soulever pas mal d'interrogations. Bref, la montée des risques pour la stabilité financière ne cesse d'augmenter. Comment la normalisation va pouvoir se poursuivre dans ce contexte, John ?
C'est très compliqué. On l'a vu notamment, vous l'avez dit, avec la Banque d'Angleterre, hein, qui a dû relancer à cause des effets d'annonce et de l'annonce du gouvernement britannique, a dû relancer un assouplissement quantitatif, hein, ce qui paraissait absolument inconcevable il y a quelques semaines de cela, puisqu'on parlait, comme vous l'avez dit, de normalisation, de monter les taux, de baisser les bilans, etc. Et on voit qu'aux États-Unis, potentiellement, si on devait avoir des risques et des marchés, par exemple, qui plonge, eh bien, le soldat Fed va devoir à nouveau stopper la baisse de son bilan ou même réactiver un assouplissement quantitatif. Alors, aujourd'hui, la question, c'est de savoir effectivement ce que font ces banques centrales face à une inflation qui, faut-il le rappeler, est due surtout à un problème d'offre. Et donc ici, on est dans une question qui nous ramène dans le début des années 80, lorsque Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, eh bien, avait monté les taux jusqu'à 20%. On est aujourd'hui à 3,25, jusqu'à 20%. Et ça avait déclenché deux récessions successives qui s'étaient soldées par un taux de chômage qui avait explosé, mais une inflation qui avait baissé. Alors, on a souvent eu l'occasion d'en discuter ici, Grégoire. La question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que vraiment on a le choix d'un côté de combattre l'inflation ou de l'autre côté de ne surtout pas précipiter un pays en récession avec le taux de chômage qui monte. Et je pense qu'aujourd'hui, les banques centrales, ou en tout cas la Banque centrale européenne et surtout la Banque centrale américaine, ont pris le choix de précipiter leur économie en récession, puisque c'est la seule solution pour eux, après avoir très très mal estimé la trajectoire d'inflation, puisque je vous rappelle quand même que Jérôme Powell, plus tôt cette année, et Christine Lagarde, il y a à peine 10 jours, eh bien, ont fait leur mea culpa sur cette mauvaise lecture de la trajectoire de l'inflation. Et je termine là en disant, et on en a parlé ensemble, Grégoire, à plusieurs reprises, eh bien, le pire pour les marchés, eh bien, c'est pas la hausse de l'inflation. Le pire pour les marchés, c'est une erreur de politique monétaire, une erreur de politique monétaire des banques centrales. Et c'est ce qui est arrivé ces derniers temps, avec la mauvaise lecture de la trajectoire de l'inflation, comme je disais. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises dans ce contexte, John? Il nous reste 1 minute 30. On a eu déjà quelques petits warnings d'entreprises globales, FedEx ou Nike notamment, quand on parle des entreprises américaines. Oui, et puis aussi Samsung plus globalement, hein, dans les puces mémoire, qui avertit un ralentissement. Alors qu'est-ce qu'on attend? La croissance des bénéfices estimée pour le S&P 500 sera de plus 2,9%. Alors vous allez me dire c'est toujours positif, mais si ça devait être 2,9%, eh bien ça nous ramène quand même au chiffre le plus pauvre, je dirais, du troisième trimestre 2020 où on était à moins 5,7. Alors c'est toujours trop élevé et les analystes vont devoir, lors de ce trimestre, mais surtout lors du dernier trimestre, eh bien, réduire fortement leur estimation. On sait qu'en rentrant en récession, les entreprises baissent leurs estimations de croissance, baissent leur estimation de bénéfices à cause des problèmes des marges. Et c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, c'est vraiment un test majeur pour les entreprises et surtout pour les marchés. Merci beaucoup, John. John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV pour la grande édition pendant 1 heure.